Paris, bonsoir à vous et bienvenue dans ce nouveau journal Afrique. À la une, le Mali serein au lendemain du second tour de la présidentielle. Malgré une participation plus faible que le premier, la satisfaction règne, celle d'un scrutin qui s'est déroulé dans le calme et la transparence. La Centrafrique, en revanche, a du mal à se relever. Près de 5 mois après l'arrivée au pouvoir des rebelles de la Séléka, la reprise économique reste timide. Le point dans un instant. Et puis le Burundi, toujours aussi dépassé par une épidémie de choléra. 10 mois après les premiers cas détectés, les bactéries prolifèrent, les victimes aussi. Mais avant, on fait le point sur les mondiaux d'athlétisme. Et c'est la Britannique Christine Oru-Ogu, d'origine nigériane, championne du monde 2007 du 400 mètres, qui a repris à Moscou son titre. Un 400 mètres parcouru en 49 secondes 41. Elle devance ainsi la championne olympique botswanaise Amantele Moncho. Et puis sur le 100 mètres, c'est la favorite jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce qui remporte la médaille d'or en 10 secondes 71. L'Ivoirienne Muriel Aouré devient ainsi vice-championne du monde en 10,93. L'argent seulement, mais toutefois un nouveau record personnel. C'est d'ailleurs aussi la première fois qu'une femme d'origine africaine monte sur le podium dans cette discipline. 18 mois de crise au Mali et une petite victoire aujourd'hui. Pas d'incident signalé lors du second tour de la présidentielle. Des Maliens qui attendent dans la sérénité les résultats qui, d'Ibeka ou de Soumaïla Cissé, aura la lourde tâche de reconstruire ce pays. Réponse vendredi prochain. Gervais Nietzsche. Ils vaquent normalement à leurs occupations. Dans le calme, les Maliens attendent les résultats provisoires du second tour de la présidentielle. Un scrutin dont les journaux parus ce lundi au Mali saluent la bonne organisation. Un sentiment partagé par les habitants de Bamako. On se dit bravo, nous Maliens, c'est le peuple qui a gagné, c'est le Mali qui a gagné tout simplement. Je crois qu'en tant que Maliens, nous sommes tous très fiers d'avoir tenu ce scrutin. Mention bien aussi aux 3 régions du Nord Mali. À Kidal, le fief de la rébellion Touareg, Tombouctou et Gao, on redoutait des attaques des djihadistes. Finalement, aucun incident majeur n'a été enregistré. Même constat dans les bureaux de vote établis dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Ici au Sénégal, le second tour s'est déroulé avec succès. On s'en félicite. Grâce aussi et surtout à l'assistance des autorités sénégalaises et aussi du bon comportement des électeurs qui ont compris l'enjeu de ce scrutin. Dimanche, dès la fermeture des 21 023 bureaux de vote, les opérations de dépouillement ont débuté. Dans ce bureau à Bamako, un nom revient avec insistance. Pour le moment, aucune tendance n'est donnée par les organisateurs du scrutin. Mais la Commission électorale nationale indépendante se veut rassurante. La Commission électorale nationale indépendante et le ministère de l'administration ont examiné avec la plus grande attention les irrégularités du premier tour. Et chacun de son côté a travaillé à les corriger. Je pense que cette correction est visible sur le terrain. Le chef de la mission d'observation de l'Union européenne affirme que le scrutin a été transparent. Louis Michel est convaincu que le candidat qui sera élu président du Mali le sera avec la légitimité démocratique. Verdict au plus tard vendredi. Louis Michel, justement, qui était il y a quelques heures maintenant avec nous en direct de Bamako pour le chef de la mission d'observation de l'Union européenne. Ce scrutin est une étape incontournable de la restauration de la démocratie au Mali. On l'écoute. L'élection s'est déroulée dans le calme. Les citoyens maliens, manifestement, ont pris la mesure de l'enjeu de ces élections. Ils ont considéré que c'était la meilleure façon de sortir de la crise, de préparer la réconciliation et de retourner à l'ordre démocratique. Et je dois dire que tous les observateurs ont été agréablement impressionnés par la manière dont ces élections ont été organisées par les autorités de la transition. Il n'y a pas eu de... Il y a toujours quelques petites imperfections, mais qui n'avaient absolument aucune mauvaise intention. Et je pense que d'une manière globale, ça s'est très très bien passé. Les bureaux de vote étaient au complet, l'identification des bureaux pour les électeurs était facilitée grandement. Tout ça, toutes les petites imperfections du premier tour ont été largement corrigées pour le second tour. Et donc, on peut déjà tenir pour sûr que le résultat sera sincère et crédible. Et je crois que c'est un véritable succès. J'ai déjà participé à d'autres missions d'observation électorale dans d'autres pays d'Afrique.
où manifestement les standards n'étaient pas aussi parfaitement respectés qu'ici. Je dois dire que c'est l'avis unanime de toutes les missions d'observation électorale. J'ai eu une réunion ce matin avec les autres chefs des missions d'observation électorale qui sont ici présentes au Mali, et c'est vraiment un avis général. Ça s'est très très bien passé dans le calme, dans la sérénité. Les gens étaient tout à fait apaisés et paisibles, et donc je pense en tout cas que la personne qui va sortir des urnes, il aura la crédibilité, la légitimité démocratique. Dans l'actualité également en Égypte, la détention préventive du président Mohamed Morsi est prolongée de 15 jours. Information loin de dissuader les pro-Morsi, toujours barricadés depuis plus d'un mois avec femmes et enfants sur 2 places du Caire. L'opération de dispersion imminente par les autorités est finalement reportée. Un mot sur ce scandale pétrolier en Algérie. L'ancien ministre de l'Énergie, Chakib Khelil, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international dans le cadre d'une affaire de corruption de la Sonatrach. 9 autres personnes sont visées par ce mandat. La Tunisie à l'heure des tractations entre Ennahda, le parti islamiste majoritaire, et le syndicat UGTT. Les 2 camps tentent de débloquer l'impasse politique qui dure depuis plus de 2 semaines maintenant. Les manifestations de l'opposition, elles, continuent chaque soir devant l'Assemblée. Et puis au Nigeria, le chef du groupe djihadiste Boko Haram a revendiqué les récentes attaques meurtrières contre les forces de sécurité dans le nord-est du pays, et ce, dans une vidéo obtenue par l'AFP. Par ailleurs, un autre chef de la secte Boko Haram aurait été arrêté lors d'un raid des agents de sécurité dans l'état septentrional de Sokoto, a indiqué l'armée. En Centrafrique, voilà près de 5 mois que la Seleka est au pouvoir, mais l'insécurité reste toujours aussi présente. Même constat d'échec sur le plan économique. La reprise se fait timide. Pas de salaire chez les fonctionnaires et les commerces tournent au ralenti. Anaïs Agbo. À Bangui, la vie économique redémarre timidement. 4 mois et demi après le coup d'État de la rébellion Seleka et le changement de régime, la capitale centrafricaine vivote. Les fonctionnaires ont repris le chemin des bureaux, mais les salaires ne tombent plus à la fin de chaque mois. Une situation insoutenable pour ce père d'une famille nombreuse. Nous venons d'entamer le 3e mois sans salaire. Est-ce qu'actuellement, on va nous payer les 3 mois ou bien encore 2 mois? Mais au pire des cas, si on nous payait 1 mois, je vous dis clairement que c'est grave. Il faut une assistance extérieure. L'État est le premier employeur du pays. Si les fonctionnaires ne sont pas régulièrement payés, l'argent ne circule pas. Les marchés de la capitale ont beau être de nouveau approvisionnés, les clients se font rares. Même le manioc, l'aliment de base très prisé par les Centrafricains, ne se vend pas bien. Les gens veulent bien acheter, mais l'argent manque. Les salaires ne sont pas payés, alors on a nos stocks sur les bras. Ce n'est plus comme avant. Dès que l'on sort de la capitale, la situation est encore plus grave. Comme ici, à Damara, à 100 km au nord de Bangui. Le Programme alimentaire mondial a intensifié ses activités. De la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sel, une aide vitale pour toutes ces familles. En majorité, elles ont fui leur maison pour échapper aux violences commises par d'anciens rebelles ou différents groupes armés venus des pays voisins. Le Programme alimentaire mondial a réagi immédiatement à la crise humanitaire. Nous aidons actuellement plus de 200 000 personnes. Nos évaluations confirment qu'il y a des besoins urgents dans tout le pays. Nous allons y répondre. L'un des grands défis sera aussi de fournir de l'aide à ceux qui ont trop peur de retourner dans leur village à cause de l'insécurité et qui se cachent dans les forêts alentours. Et puis en Afrique du Sud, un nouveau mort dans le sanglant conflit syndical à la mine de Marikana dans le nord du pays. Tuée devant chez elle, la victime est une responsable du syndicat national des mineurs, proche du parti au pouvoir. Pendant ce temps, le Burundi continue de faire face à la plus grande épidémie de choléra de son histoire. Au moins 17 morts et des milliers de personnes contaminées. Pas d'eau potable, manque d'hygiène, insalubrité. 10 mois après les premiers cas détectés, la passivité des autorités inquiète. Anne-Christine Roth. L'épidémie de choléra n'en finit plus au Burundi. 10 mois que les premiers cas ont été signalés dans la capitale.
Depuis, la maladie a gagné du terrain à l'ouest, puis dans 2 provinces du sud, épargnées jusque-là. 2 provinces où elle était particulièrement meurtrière. La raison, c'est que c'était pratiquement une maladie toute nouvelle et la population ou les malades ont pris du temps à consulter les services hospitaliers et d'autres sont partis d'abord consulter les guérisards. Dépassées, les autorités demandent aux Burundais de respecter les règles d'hygiène, le seul moyen d'éviter les contaminations. Mais dans ce quartier de Bujumbura, faute d'eau potable, c'est toujours l'eau souillée de la rivière que l'on utilise. Les autorités n'ont aucune excuse. Elles sont au courant de la situation depuis très longtemps. Et en plus de ça, elles passent par ici, en voiture, sans s'inquiéter du sort de la population. Il existe bien des bornes fontaines. Encore faut-il qu'elles fonctionnent. Et quand il y a de l'eau, il faut parfois attendre des heures. Dans ce quartier, l'eau n'arrive qu'à 1h du matin. On doit y être à minuit, sinon on n'a pas d'eau. Manque d'eau potable, système d'évacuation des eaux usées insuffisant, c'est un véritable bouillon de culture pour la bactérie responsable du choléra. En 10 mois, l'épidémie a fait au moins 17 morts, 1500 personnes ont été contaminées. Fin de ce journal Afrique, merci à vous de votre attention, restez avec nous. Vos programmes continuent sur TV5 Monde, à très bientôt.